Donc vous avez Kobe Ventures qui est au Organo, vous avez Demastil qui est à Clément, vous avez puis à Clément il n'y a pas que Demastil, ils ont aussi des multisemaines qui sont là. Vous avez Amalgama Tête Mineral Resources qui est aussi au Ghana. Vous avez tout à l'heure parlé de Diamond Siemens, du Togo, ainsi de suite. Là, c'est une image qui montre c'est une image qui montre en fait le réseau, un aperçu. Donc ici vous avez un aperçu du réseau, d'une partie du réseau, c'est plus complexe que ça, mais un aperçu d'une partie du réseau. Malheureusement, vous ne pouvez pas voir d'ici, de là où vous êtes, les noms de Prazat et de son copain Patel. Mais si vous faites attention en haut, donc on a été un peu plus grand. Voilà, donc vous voyez Vincenzi Ventures Limited, qui est à titre de la aux États-Unis. Donc on voit le nom de Prazat Contrepartie, qui est le PDG de Wassem ici au Togo. Et l'adresse qu'il a fournie, c'est l'adresse de Wassem à Capico. L'adresse qu'il a fournie en constituant créant Baliwan par exemple, c'est l'adresse de Capico. Vous avez Walomari Patel. Et il faut dire que les deux, ils sont un peu âgés. Il y a par exemple Patel qui a 80 ans, Prazat un peu moins, mais bon, au-delà de 70 ans. Et actuellement, ils ont leurs fils qui sont là. Par exemple, au niveau de Diamond Siemens Togo, vous avez le fils de Prazat, qui est là, qui est le DG de Diamond Siemens Togo, et puis le fils de Manbey aussi est dedans. Et donc voilà, Baliwan qui est aussi bien sultanique. Le réseau, vous voyez, Testatic Group, le principal. Et on vous a remis des documents. Il y a des documents qui sont en train de circuler. C'est des documents constitutifs des deux sociétés, de Baliwan et de Vincenzi. Donc vous voyez les noms des deux propriétaires, des deux vrais propriétaires qui sont Prazat et Patel. Donc vous voyez les sociétés grandes. Bon, tout à l'heure, Thomas viendra commenter davantage tout ce montage de la tout à l'heure. Donc ça, c'est le document. Ça, par exemple, c'est le document qui est en train de circuler. Vous allez jeter un coup d'œil, vous allez voir. C'est le document constitutif de Vincenzi. Le support. Ça, par exemple, c'est. Malheureusement, on n'a pas la version papier. C'est difficile de voir, mais c'est un compte rendu de réunion qui sont faites à Clément. Et au cours de la réunion, ils ont décidé de l'acquisition d'une importante quantité d'acier avec Baliwan. C'est avec le nom de Baliwan qu'ils ont commandé ça. Ils ont commandé ça auprès d'une société suisse. Ils ont utilisé un compte dont ils disposent dans une banque en Suisse. Donc voilà quelques documents que nous avons. Nous entendons les gens dire non, il n'y a même pas un début de preuve de ce que nous portons comme accusation. S'ils ont une idée de la quantité de documents dont nous sommes en possession, bon voilà, peut-être qu'ils s'étaient si c'est possible. Et donc, voilà les impacts économiques. Comme nous avons fait notre découverte, nous avons fait nos investigations, nous allons maintenant laisser la parole aux voix les plus autorisées pour analyser en fait les impacts de toute cette révélation de Wassem Gate, de ce que la presse a dit de qualité de Wassem Gate. Thomas, qui est un économiste, qui va essayer de nous expliquer un peu voilà, tout ça, la corruption, comment est-ce que, par exemple, l'évasion fiscale, on parle tout à
l'heure de Wassem. Wassem, vous savez, pour dire deux mots sur Wassem, avant que je vous demande de prendre la parole, Wassem a violé toutes les lois depuis que Wassem a commencé par exercer. Par exemple, Wassem a été condamné il y a 2 ou 3 ans à payer quelques milliards à ceux, aux propriétaires des terrains qu'il exploite, parce qu'il ne s'est jamais exécuté. Lorsque ils sont partis, d'abord ils ont saisi, ils ont scellé l'entreprise, l'usine pendant une semaine, après, bon, sous pression, ils ont été obligés de quitter, mais ils sont partis vérifier sur les comptes. Le compte de dernier reste 77 millions. Pour une société qui brasse des milliards au quotidien, c'est le compte de plus de 77 millions. Et jusqu'ici, Wassem n'a jamais payé ça. Wassem est une société jusqu'ici dans la zone franche. Et pourtant, depuis 2011, il y a une loi qui interdit aux entreprises exploitatives d'être dans la zone franche. Wassem, jusqu'ici, bon, la dernière fois j'ai appris qu'on lui a fait des recommandations sur le plan environnemental. Jusqu'ici, Wassem n'a pas respecté ça. Vous savez, il y a un an, il y a eu cette explosion à Wassem. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que jusqu'à ce jour, Wassem n'a pas pris, ne s'est pas donné, les responsables de Wassem ne sont pas donné la peine, ne serait-ce que de ramasser le carburant qui est déversé sur le sol, c'est resté là-bas. Et donc, depuis tout ce temps, Wassem a continué par violer, et si vous voyez, j'espère que nous aurons l'occasion de revenir sur des images de Tabligo, vous allez voir les conditions dans lesquelles Tabligo se trouve aujourd'hui, et dire que cette Tabligo est une ville minière, et que de Tabligo sortent des milliards au quotidien. C'est quand même déplorable, ça pose un problème de justice sociale. Voilà, donc je vais laisser la parole tout à l'heure à... Peut-être pertinent de faire un commentaire. Un détail qu'il faut préciser, c'est que toutes les sociétés qui sont logées dans les paradis fiscaux qu'on vient de citer, les propriétaires sont les mêmes Indiens. Et comment ils opèrent? Par exemple, Baliwa, qui est le plus grand fournisseur de l'ATS, s'ils ont besoin, par exemple, d'acheter un clou, ou bien, je ne sais pas, une petite machine, vous imaginez que c'est eux qui achètent, ATS Lomé achète la machine chez Baliwa. C'est les mêmes propriétaires. Et donc, depuis là-bas, eux, ils font une surfacturation de la machine. Par exemple, si on achète un clou à 1000 francs, ils facturent le clou à 1 million. Ça leur permet à partir d'ici de sortir 1 million pour leur compte de l'autre société qui est là-bas. C'est comme ça que le système fonctionne en fait. Et donc, quand vous voyez par exemple Togo Rail, ils ont des sociétés en Inde, Togo Rail qui passe, le train qui passe tout le temps, c'est à eux cette société. Maintenant, la centrale d'achat qui fournit le matériel à Togo Rail appartient aux mêmes Indiens, à Inde. Et donc, s'ils achètent une locomotive par exemple à $5 000 ou $500 000, ils peuvent mettre $1 milliard. Et donc, à partir de Lomé, au lieu de sortir le coût réel de la locomotive qui est de $5 000 ou $500, ils sortent $1 milliard vers l'autre société qui est la leur aussi. Donc, vous imaginez que, au bout et à l'extrémité, ce sont les mêmes personnes qui achètent. C'est ça en fait le phénomène de l'évasion fiscale. C'est-à-dire que si on ne vous explique pas, vous ne comprendrez pas. C'est-à-dire qu'ils mettent un montage financier en place, vous voyez les papiers. Si vous êtes un novice, vous ne comprendrez absolument pas bien, mais c'est sur les coûts là qui font les transactions. Par exemple, Wassem aujourd'hui commande des machines et c'est eux qui livrent la même machine. Vous voyez, c'est leur société qui est durant qui livre la même machine. Donc à partir de là, ils surfacturent la machine et ils sortent de l'argent qu'ils récupèrent là-bas et ils mettent ça sur d'autres comptes. C'est comme ça en fait que le système fonctionne. C'est pour ça qu'ils ont plusieurs sociétés qui sont dans les paradis fiscaux. Certaines sociétés sont des centrales d'achat. Et dès qu'ils ont besoin d'un élément pour leur société, c'est la même société dont ils sont propriétaires qui fournit l'élément et qui profite pour sortir l'argent du pays. Voilà comment le système fonctionne. Donc, l'économiste va, l'aspect financier va aller dans les détails du monde. Oui, un petit commentaire au sujet de l'ATS. Il y a 3 ans, l'ATS a envoyé 2 personnes. Et les responsables de l'ATS avaient dit que la société avait des difficultés. Et c'est à cause de ça qu'ils ont envoyé la trentaine de personnes là-bas, d'agents. Et les difficultés qu'ils évoquent, en fait, c'est un endettement vis-à-vis d'une société, laquelle Baliwa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crée une société dehors, j'endette la société qui est ici, vis-à-vis de la société qui est dehors, mais qui en réalité m'appartient aussi. Ça veut dire que je crée un endettement artificiel et je dis que la société est en faillite et je renvoie les gens. Voyez un peu les conséquences sociales de cette affaire.
alors là, nous sommes en train de parler, il y a 700 personnes qui sont à la maison, qui ont été envoyées depuis l'année dernière et qui sont à la maison. Et pourtant, ceux qui sont là-bas, ils ont fait, c'est des milliards, des dizaines de milliards qu'ils ont fait à partir de ça. Donc tout ça, ça touche à la justice sociale et il est important de relever ces aspects. Cela, je vais laisser la parole à Thomas. Dans l'attendant qu'il arrive, il faut aussi rappeler que par exemple, ils ont tellement de comptes et que parfois, si un compte est en audit, tout à l'heure on a parlé de certaines sociétés au Ghana, de certaines sociétés étant au Ghana, si le compte officiel par exemple de Thémastique, avec laquelle ils traitent régulièrement, si ce compte est en audit, ils mettent devant, ils font les transactions via les autres sociétés. Vous voyez tout le montage qu'il y a derrière, tellement complexe, mais tout ça est fait pour que derrière, ils puissent récupérer les sous et laisser sur le bas-côté de la route, sur le carreau, les travailleurs, le pays, les cités. Je laisse la parole à tout le monde. Avant d'arriver à expliquer les impacts économiques sur notre économie, je voudrais préciser que nous sommes devant un cas d'évasion fiscale avérée. Et lorsqu'on est en présence d'un tel niveau d'évasion fiscale, il y a une chance, très peu de chance, qu'il n'y ait pas possibilité de fraude fiscale. Et l'évasion fiscale, ça développe un certain nombre de techniques pour contourner la loi. Et la fraude fiscale est violer la loi en complicité avec l'autorité fiscale. Mais il y a très peu de chances qu'à ce niveau de valeur, vous fassiez de l'évasion fiscale sans qu'il y ait la fraude fiscale. Très peu de choses. Donc nous sommes en présence d'un cas d'évasion fiscale. Alors, lorsque les actionnaires majoritaires font de l'évasion fiscale avérée, ils sont dans une association de création d'entreprises offshore, dans des paradis fiscaux. Il faut comprendre que vous qui êtes actionnaire de cette entreprise, ça vous profite en réalité. Parce qu'un des objectifs de l'évasion fiscale ou de la fraude fiscale, c'est d'augmenter ce que nous appelons la part distribuable. Et dans cette part distribuable, il y a par exemple les dividendes. Donc en réalité, vous, actionnaires, vous en profitez. Quel que soit le nombre d'actions que vous détenez, vous devez vous poser des questions. Alors, pour ce qui concerne l'impact économique, dans ce genre de situation, c'est ainsi. Vous avez d'abord une faiblesse au niveau des recettes fiscales, puisque l'entreprise fait tout pour diminuer peut-être au niveau du coût des fournisseurs ou au niveau du coût de management de façon générale, de manière à ce qu'ils paient le moins d'impôts possible. Donc, ça nuit aux recettes fiscales, ça nuit au trésor. Vous avez une faiblesse des recettes fiscales. Vous avez une faiblesse des recettes non fiscales. À partir du moment où 90% de l'actionnariat est détenu par une tierce personne et dans le cas d'espèce de Wassen, l'État togolais ne détient que 10%. Alors que ces 10%, c'est ces 10% qui doivent amener des dividendes au trésor. Et ça fait partie des recettes non fiscales. Donc, lorsque vous avez une industrie extractive dont les capitaux sont détenus à 90% par l'étranger, vous n'avez que 10%, vous n'avez pas un niveau de recettes fiscales, non fiscales qu'il faut. C'est pour ça que depuis un an et demi, avec l'économie, nous avons toujours dit qu'il faut absolument changer de business model dans le secteur minier. Ça, nous l'avons répété. Voilà la confirmation. Vous avez également une aggravation du déficit budgétaire. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles, je crois, le PDG de Golu a été convoqué la dernière fois devant le Congrès américain, où le sénateur, qui était, je crois, le responsable de la commission des finances, lui a fait comprendre qu'il est responsable du déficit budgétaire des États-Unis d'Amérique. Pour le seul fait qu'il a fait sortir une bonne partie des fortunes de son groupe
vers l'Irlande, qui se trouve être aussi un paradis fiscal. Et eux, ils ont très rapidement convoqué le Congrès. Et depuis que ce scandale a éclaté, je ne pense pas que le président de l'Assemblée nationale a convoqué quelqu'un pour lui demander ce qui se passe exactement. Alors, vous avez sur le plan social la corruption. La corruption, parce que ce genre de montage veut qu'il faut corrompre l'autorité fiscale, il faut corrompre un certain nombre d'autorités politiques, etc., pour pouvoir continuer le business. Donc il y a la corruption, et qui dit corruption dit sortie du flux ici. Vous avez les injustices sociales. Le cas de la Seine est clair, c'est le cas de justice sociale. Vous avez les injustices fiscales. Parce que nous, qui sommes les citoyens honnêtes, nous payons la TVA tous les jours que Dieu fait. Ce que vous consommez, vous payez la TVA là-dessus. Donc vous participez à l'effort fiscal du pays. Mais eux, ils font tout pour ne pas payer suffisamment d'impôts, de manière à ce que la part distribuée, notamment les dividendes, soit énorme. Vous avez tout à l'heure que les dividendes qu'ils ont perçus en 2015 sont faramineux. Ensuite, vous avez quoi? Une égale répartition des richesses. Ce scandale montre, et je vais le démontrer, vous allez le voir tout à l'heure, il y a une inégale répartition des richesses dans ce pays. Et tout ça a pour convergence la faiblesse du taux de croissance économique. Nous l'avons toujours dit avec l'économie. Lorsque le ministre de l'économie qui vient d'être élu applaudit tous les jours qu'il y a 5,9 de taux de croissance, 6% de taux de croissance, nous avons dit avec lui que ce niveau de taux de croissance est faible et ne sortira jamais ce pays de la pauvreté. Jamais. Avec 6% de taux de croissance. Alors, pour illustrer ce que je viens de dire, en termes de recettes non fiscales, qu'est-ce que nous avons eu? En 2015, les recettes non fiscales représentent 6,23% du PIB. À peine 74 milliards. En 2016, les prévisions que eux-mêmes ont fait la dernière fois à l'Assemblée nationale, les recettes non fiscales représentent 5,75. Et pourtant, nous sommes un pays, nous ambitionnons d'émerger. Si nous n'augmentons pas nos niveaux de recettes non fiscales par rapport à la richesse minière dont dispose ce pays jusqu'à au moins 30-35% de notre budget, le Togo ne sortira jamais de la pauvreté. Le Togo ne se désendettera jamais. Notre situation aujourd'hui impose absolument que nous changeons de business model dans le secteur minier et que ces recettes, ressources additionnelles, alimentent nos recettes non fiscales. Il faut que nos recettes non fiscales atteignent au moins 25% de notre budget. Aujourd'hui, nous sommes à 5,75. Ensuite, il y a les flux illicites. Nous en avons parlé, beaucoup en parlent. Le dernier rapport de Global Financial Integrity dit 2013-2014, 11 milliards de flux illicites. Ce qui vient d'être démontré, c'est l'illustration parfaite de flux illicites qui sortent de ce pays. 3 milliards par jour. Et nous, avec l'économie, nous l'avons dénommé taux budgétaire. C'est un tout qui n'a même pas de fonds pour l'ensemble de nos ressources qui doivent nourrir ce pays. Fonds ce taux. Au lieu d'atterrir au trésor national. Ensuite, vous avez le déficit budgétaire. Je l'ai dit tout à l'heure. Alors, M. Ayassor est parti, mais il vous a laissé un pays qui a un déficit budgétaire de 14% du PIB. Nous étions à 12%, 10-12% en 2012. En 2016, prévisionnel, nous sommes à moins 371 milliards de déficit budgétaire. Et qu'est-ce qui alimente le déficit budgétaire? C'est l'endettement. C'est l'endettement qui sert à alimenter le déficit budgétaire. Alors que nous avons des ressources additionnelles qui pourront permettre de combler ce déficit budgétaire. Et la norme, le critère de convergence du pacte de stabilité et de mémoire dit qu'il faut avoir un déficit budgétaire
inférieur à 3% du PIB de la richesse nationale. Nous sommes à 14%. Voilà ce qu'il a laissé en 10 ans, en tant que ministre de l'économie et des finances. Alors, que nous rapporte en réalité notre industrie extractive? Selon le rapport de l'ITIE, le rapport 2013 de l'ITIE, eh bien, figurez-vous que notre industrie extractive nous a rapporté par habitant 2970 francs CFA. Par habitant. Donc, pour tous, vous avez gagné 2970 francs en 2013. Et en termes de dividendes, la part de dividendes de l'ensemble de la contribution, sur la totalité de la contribution en 2013, s'élevait à 22 milliards, selon le rapport de l'ITIE. La part des dividendes, c'est 333 francs que vous tous vous allez gagner. Et vous allez voir combien d'autres compatriotes gagnent dans le même temps. En 2015, Wassen vient de distribuer à l'État togolais 412 500 000 francs CFA. C'est-à-dire que vous et moi, quand Wassen a fonctionné pendant l'année 2015, ce que nous avons gagné, c'est 35 francs. Et vous tous, c'est ce que vous avez gagné. Parce que les 412 millions de dividendes, c'est les recettes additionnelles, c'est ça qui va au trésor. Et je passe sous silence le courrier que nous avons découvert et à qui ce courrier, le chèque, a été adressé. Alors, dans le même temps, M. Agaré, qui est togolais comme vous et moi, dont le papa ou le grand-père n'a pas laissé des terres à Damégo avec des ressources minières en dessous, lui, il a gagné 46 millions de dividendes. Lui tout seul, avec sa famille, 5 familles, ses enfants. Pendant que vous avez gagné 50 francs. Lui, il a gagné 46 millions de francs CFA en 2015, comme dividende. Et on lui pose des questions, il dit qu'il n'a aucune responsabilité dans la scène. Alors, c'est là où je dis que c'est ce que nous appelons, c'est ça qui est traduit par la coefficient de Gini. Tout le monde en parle, mais c'est ça, concrètement, c'est ça l'inégalité, ce qu'on appelle l'inégale répartition des richesses d'un pays. Où il y a certains citoyens qui sont, je ne sais pas, peut-être qui sont sortis majeurs depuis le CP1 jusqu'en doctorat, et ce critère leur permet d'avoir eux la richesse à eux, et ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un bon cerveau, eux ils n'ont rien. Alors, les principaux actionnaires de Wassen. Vous avez des noms d'entreprises bizarres qui sont en réalité des entreprises porteurs, des entreprises écrans. Parce que c'est quand même curieux dans cette liste, toute cette liste, qu'il y a certains noms des gens très très puissants du pays qui n'apparaissent pas. Vous ne trouvez pas ça curieux? Vous avez cette entreprise, Kenen Limited. Le nom est bizarre, mais bon, je sais que vous allez comprendre. Kenen Limited. Eh bien, cette société, on l'a cherchée, on a investigué, personne ne sait où elle se trouve sur cette planète. Personne ne sait où. Personne ne sait qui est le directeur, qui en sont les propriétaires. Ils ont 223 250 actions. Ils ont gagné 1 milliard 674 dividendes en 2015. Bon, en expérimenté en finance que je suis, ce que j'en ai fait, ça c'est un montage de porteurs. C'est-à-dire des gens qui veulent être actionnaires de Wassen et qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont actionnaires. Ils ont créé une société avec un notaire, ils font passer d'autres documents juridiques en Canada. Et vous avez une société, vous allez chercher cette société, son siège partout sur cette planète, vous le trouverez jamais. C'est eux qui sont les gros actionnaires de Wassen. Ensuite, il y a l'Indien Prasad. Il est le second.
je ne suis pas sûr qu'il garde à lui tout seul 969 millions de dividendes. Il y a forcément sous lui, il a certainement signé également des actes notariés, des porteurs, des comptages d'actions avec des Togolais qui ne veulent pas qu'on connaisse leur nom. Ensuite, vous avez Casitom Limited. Cette société également, on l'a cherché, on est même allé sur la mer, on n'a pas trouvé son siège. Personne ne sait à qui elle appartient, qui est le directeur, qui en sont les principaux actionnaires. Nada, rien. Eux, ils ont gagné 705 millions de dividendes pour 2015. Ensuite, vous avez Quartz Limited. Au moins ça, c'est un peu moderne. Quartz Limited, 23 000 actions. Ils ont gagné 176 millions. Et le pauvre Agnalé, il est le 5e actionnaire majoritaire principal. Il a 6188 actions et il a gagné à lui tout seul 46 millions en 2015. Donc voilà ce qu'on appelle une injustice de toutes ces formes. Je ne sais pas quel est le critère sur la base duquel les gens se mettent tout seuls dans une chambre et ils se distribuent les actions d'une entreprise qui s'assied sur les ressources minières de tout un peuple. Je ne sais pas quel est le critère. Il faudra qu'on me le définisse. Avec la petite expérience que j'ai, je sais que dans ce genre de choses, vous ouvrez, vous faites d'abord une publication 2 mois à l'avance. Il y aura une ouverture de capital ou qu'il y aura une création d'une société qui va exploiter une ressource minière. Et que l'ensemble du peuple soit au courant. Et après, on fait ce qu'on appelle la période de souscription. Et sur la Bourse régionale des valeurs mobilières, généralement, cette période de souscription, c'est 1 mois. Et vous êtes tenu de faire de la publicité tous les jours pour que tout le monde sache exactement ce qu'il en est, avec vraiment des informations qui suivent. Je suis dans un pays depuis des années, je n'ai jamais entendu qu'il y avait des actions de l'OASM qu'il fallait acheter. Alors, tout ça, je me suis dit, il faut que j'évalue. Je n'ai pas beaucoup de données, je n'ai pas les états financiers, ce qu'ils doivent publier, parce qu'ils sont dans une industrie extractive, ils refusent de publier les états financiers, ils refusent même de donner les données à l'ITIE, donc je n'ai pas ça en possession. Le peu de données que j'ai pu avoir, je me suis dit, il faut évaluer ces entreprises. Combien coûte aujourd'hui WASEM? Si nous décidons aujourd'hui, en tant qu'État souverain, de récupérer cette entreprise pour que les Togolais puissent en bénéficier, combien nous avons déboursé le budget? La première simulation me donne 89 milliards. Là, je ne suis pas sûr, c'est un peu compliqué, je pars sur un payout de 70%, c'est-à-dire la part distribuée à des dividendes de 70% du bénéfice. Je recalcule le bénéfice et puis, avec un taux d'intérêt de 10% rapporté sur 10 ans, calculé à la valeur actuelle, vous avez 89 milliards. Avec ces 89 milliards, vous avez une action qui coûterait aujourd'hui, j'ai 82 milliards, pardon, 82 milliards 487 millions, l'action coûterait aujourd'hui 148 000 francs. Ce qui veut dire que vous et moi, quand on va puiser dans le budget, et qu'on veut reprendre cette société, tous ceux qui sont actionnaires aujourd'hui, même ceux qui détiennent 20 bars, eh bien, ils avaient acheté ça à 10 000 francs aujourd'hui, il faudrait qu'on leur paye ça à 148 000. Mais la seconde simulation, je pense qu'il tient plus la route par le fait que depuis, je dirais, l'amont, c'est-à-dire des fonds qui se font sur le tonnage du calcaire qui est extrait, jusqu'au processus de production du ciment, je considérais que les dividendes qui sont distribués aujourd'hui
que nous connaissons ne représenterait en réalité que 20% de la part distribuée. Sur cette base, eh bien, l'OASEN coûterait aujourd'hui 127 milliards. Donc l'action vaudrait en fait 230 000 francs CFA. Alors, la perte que nous subissons, pour la première simulation c'est 76 milliards et la seconde simulation c'est 122 milliards. J'ai essayé de porter ça par rapport au stock, la valeur du stock en devises dont dispose le pays aujourd'hui, puisque nous sommes à 2 mois 10 jours. Le stock en devises pour la couverture de nos importations en biens et services. Eh bien, cette valeur, cette perte représente ni plus ni moins 50% de nos stocks en devises. Ce qui veut dire que si nous avions nous-mêmes cette société OASEN, au moins ça nous permettrait de renforcer notre stock en devises auprès du Trésor français pour couvrir nos importations à au moins 50%. Alors, la dernière simulation, le risque potentiel en termes d'impôt sur les sociétés. Il y a eu également ce débat. Est-ce que OASEN est dans la zone franche ou pas? Moi, j'ai cherché la ligne d'impôt sur les sociétés. Si vous voulez savoir si quelqu'un est dans la zone franche ou pas, vous cherchez impôt sur les sociétés. J'ai cherché cette ligne dans le budget 2007. Depuis 2013, 2014, 2015, 2016. OASEN, il n'y a pas de trace de OASEN au niveau de l'impôt sur les sociétés. Si les autorités l'ont mis quelque part, et où est caché, je pense qu'il peut nous le donner. Donc, normalement, nous aurions dû avoir au niveau du Trésor jusqu'à 22 milliards, voire 34 milliards de rentrées d'impôts sur les sociétés, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Alors, comme toute bonne société civile, association de la société civile, si nous ne faisons pas de recommandations, de propositions, on va dire que nous sommes petits, nous ne proposons rien. Nous recommandons que le gouvernement diligente un audit général sur OASEN, ATS, Togoraï, Cortia, Ben Montsemi. Et dans cet audit général, il faut nécessairement un audit social, un audit fiscal, un audit actionnarial pour savoir à qui appartient Casitor Limited. Un audit technique, un audit financier et un audit technique et opérationnel. Parce qu'il nous revient que sur le plan technique et opérationnel, les tonnages qui sont même voilà, le tonnage qui est mis dans le rapport des dieux sont en réalité de faux montants. Donc il faut un audit technique. Alors nous recommandons que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour suspendre la convention de concession liant le Togo à OASEN, en attendant que les audits soient exécutés. Que les gouvernements, dans un souci de réduction de notre déficit budgétaire et d'augmentation de nos ressources non fiscales, portent dans les brefs délais le nombre d'actions détenues par l'État togolais à 50% de l'actionnariat. Ça, c'est le changement de business model. Nous l'avons toujours répété depuis un moment. Alors, que les gouvernements donnent les instructions nécessaires que dans les meilleurs délais, les rapports annuels des sociétés OASEN, ATS, Togoraï soient publiés. Ça va de soi. Ce sont des entreprises qui doivent publier les états financiers et rapports annuels pour que les Togolais sachent comment ces entreprises sont. Alors que dit-il, j'ai mis ces recommandations parce que j'ai écouté quand le dernier rapport a été présenté, le responsable de dit qu'il faut que les organisations civiles fassent des promotions. Nous leur proposons dorénavant dans le futur rapport qu'ils mettent les bénéfices réalisés par les sociétés de façon dynamique, c'est-à-dire étalés sur plusieurs années. Je ne veux pas que ce soit juste des données statiques. Que
les données dynamiques sur les productions en valeur comme en volume. Donc, à l'annexe du rapport, de façon dynamique, que l'impôt sur les sociétés soit fait de façon individualisée, c'est-à-dire par société. Surtout actuellement dans leur dernier rapport, c'est globalisé. Donc ça ne nous permet pas de faire un certain nombre d'analyses. Ensuite, que le régime fiscal des sociétés qui opèrent dans notre industrie extractive, que leur régime fiscal soit précisé depuis leur création. Parce que j'ai découvert également un truc scandaleux dans le rapport par rapport à la loi fiscale où vous pouvez être dans la zone franche jusqu'à l'éternité. Lorsque vous êtes dans la zone franche inférieure à 5 ans, vous êtes exonéré d'impôts. Vous payez 0% d'impôt sur les sociétés. Entre 6 et 10 ans, vous avez, je crois, 8%. Entre 11 et, je crois, 20 ans, vous avez 15% d'impôt sur les sociétés. Et au-delà de 21 ans, vous ne payez que 20%. Il n'y a pas de limite. Ce qui veut dire qu'on peut créer une entreprise, on le met dans la zone franche aujourd'hui, et cette entreprise va demeurer éternellement dans la zone franche. C'est une anomalie. Une zone franche a pour objectif principal de préparer un pays à avoir ce qu'on appelle un secteur secondaire solide, c'est-à-dire des industries de manufacturier, de transformation. C'est ça l'objectif de la zone franche. La zone franche, ce n'est pas pour dilapider les ressources et faire des détournements. C'est pour préparer un pays à construire à partir d'un secteur secondaire. Donc on ne peut pas dans notre loi officielle dire que quelqu'un peut être en zone franche de façon intégrale. Bon, je crois que je dois m'arrêter là-bas parce que ce qui suit, ce sont des photos. Je crois que Max va faire très rapidement défiler les photos et puis nous allons passer les dispositions. Je vous remercie.